On a énormément de questions. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je m'étais donné comme objectif qu'on finisse à 16 heures. Peut-être qu'on dépassera un petit peu si vous le pouvez. On a beaucoup de questions sur les AESH. Mais peut-être, avant de rentrer dans les questions spécifiquement, ça serait peut-être intéressant de rappeler d'abord ce que c'est qu'un AESH. Je donne l'acronyme qui est accompagnement des élèves en situation de handicap. Mais dans quel cadre on a recours à un ou une AESH, et puis peut-être parler un peu de PPS parce que je pense que c'est lié. Donc je ne sais pas qui d'entre vous souhaiterait faire une définition très très rapide, hein, dans quelles conditions on met cette aide humaine avec un AESH et comment ça se structure. Et on parlera un peu de MDPH parce que c'est lié avec Madame Grunfelder qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Je vous laisse choisir. Je proposerais volontiers à Dominique peut-être de s'exprimer là-dessus. Elle a piloté un groupe complètement dédié justement à cette question au sein de l'OBEP. Ça me semblerait naturel, mais en a-t-elle envie? En a-t-elle envie? Bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Je te laisserai compléter avec, avec Raphaël s'il le faut. Oui, mais ce sont des accompagnants des élèves qui sont en général identifiés au moment d'une saisine de la MDPH où on va autoriser des moyens, soit humains, soit matériels, sur une quantité d'heures données. Et il se trouve que la grosse différence entre la France et l'étranger, c'est que, à l'étranger, en général, ce sont les parents qui sont les employeurs. Donc, ça change complètement à la fois l'attribution, la formation, le recrutement. Donc, ça donne à la fois plus de liberté, mais aussi plus de contraintes, bien évidemment, financières. On a vu que, justement, cette circulaire dernière permettait que les familles françaises sans condition de bourse puissent bénéficier de cet accompagnement. Mais comme le disaient mes collègues à l'étranger, nous avons essentiellement des familles qui ne sont pas françaises. Donc, persiste ce problème de cette prise en charge des AESH. Nous nous penchons aussi, en dehors du recrutement, sur leur accompagnement, sur leur formation, sur les heures qui doivent leur être allouées en termes de formation, puisque comme la plupart du temps, ce sont les familles qui sont les employeurs, eh bien, le contrat ne comprend pas des heures de formation, des heures de réunion. Donc ça fait partie aussi des sujets de l'OBEP actuellement et à venir, et essentiellement donc sur leur formation et sur leur accompagnement. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions concernant les AESH. On peut peut-être préciser, Dominique, que pour les Français, les élèves français, c'est avec le PPS parce que c'est la MDPH. Voilà. Mais par contre, les élèves étrangers, enfin non français ou non, je ne sais plus comment on dit, ont droit aussi à une AESH, mais à ce moment-là, on passe par un PAP, hein, que les parents ne s'inquiètent pas en disant moi, il ne peut pas avoir d'AESH parce qu'il a simplement un PAP. Ça, c'est un dispositif particulier au réseau EFE. Oui, alors ça peut être aussi un PPS aménagé pour l'EFE, puisque le PAP, c'est essentiellement pour les 10. Mais disons que le PPS en France, effectivement, il est lié à la MDPH, alors que pour les élèves qui ne sont pas français, ils n'ont pas droit à la MDPH. Donc là, ça va être un montage local fait par l'équipe de suivi de scolarisation, quoi. Donc c'est vrai que ça donne à la fois plus de liberté, mais aussi plus de contraintes à l'étranger. Raphaël. Oui, merci Dominique. Je voulais juste préciser qu'en fait, on est dans une dynamique quand même de progrès par rapport aux accompagnants d'élèves en situation de handicap. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, tous les parents finançaient eux-mêmes, donc rémunéraient directement leur AESH avec un contrat de travail de droit local. Voilà, et c'est vrai qu'en septembre 2019, une première étape a été franchie avec le financement de ces AESH pour les élèves français boursiers.
puisqu'effectivement, il s'agit là de financement sur la base d'argent public, hein, sur le programme 151 dédié aux bourses scolaires à hauteur de 300 000 €. Et depuis septembre 2021, une autre étape a été franchie avec le financement de ces AESH. Alors, toujours limité aux élèves français pour des raisons d'argent public, mais à tous les élèves français sans condition de bourse. Donc, c'est un vrai projet, c'est un vrai progrès. Et voilà, suivant de très près les questions parlementaires, c'est vrai que c'est un budget de 1,3 million d'euros par an qui est désormais dédié au financement des AESH. Donc, je voulais aussi souligner ce progrès. On verra effectivement et l'ensemble de ce montant a été dépensé en 2022 pour à peu près 254 élèves français. Voilà. Un point positif. Parfait, merci pour ces précisions. Ça répond à plusieurs des questions que je ne reprendrai pas comme ça, mais où les gens demandaient effectivement à qui était permis le financement, est-ce que c'était financé ou pas. On a évoqué le mot MDPH avec certaines difficultés pour les parents à l'étranger, ou même des difficultés certaines de saisir les MDPH en France, surtout quand ils n'étaient pas en France avant. J'aimerais passer la parole à Sophie Grunfelder, qui est une ancienne chef d'établissement qui a siégé pendant 4 ans en MDPH, qui est expatriée aux Pays-Bas depuis 7 ans, et qui est actuellement consultante en éducation internationale auprès des établissements français de l'étranger sur différents sujets comme la qualité, le bien-être des élèves, le positionnement concurrentiel et marketing des établissements. Et elle s'est beaucoup penchée sur cette problématique. Elle était intervenue lors d'un groupe de réflexion au Sénat et avait lancé le terme MDPH 99 que je trouve très intéressant. Donc, Madame Grunfelder, je vous passe la parole pour nous parler un petit peu de ces difficultés que peuvent avoir les parents et de cette idée qu'il y a derrière MDPH 99. Oui, bonjour, merci de me laisser la parole. Je vais essayer rapidement de partager l'écran. Je vous laisse juste me confirmer que ça fonctionne. Parfait. Et que vous avez bien l'image. C'est parfait. Ça fonctionne, très bien. Donc, pour vous donner le cadre du propos, très simplement, en fait, en 2021, j'ai été sollicitée dans le cadre d'un groupe de travail, d'une table ronde sur l'inclusion scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est le cadre d'un groupe d'études statut, rôle et place des Français de l'étranger, anciennement dirigé par Madame de Romédy et repris par Ronan Legleux actuellement. En fait, j'ai créé ce projet en observant le droit, c'est-à-dire vraiment le CASF, le Code de l'éducation, etc., et en observant les vides qui existaient par rapport aux Français de l'étranger. Pour vous donner rapidement l'historique du projet depuis que je l'ai créé en 2021, à l'hiver 2021-2022, j'ai eu la chance de le présenter à des personnes du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, mais aussi j'en ai parlé bien évidemment avec Raphaël Dutertre et Alain Trintignant de la UFE, Delphine Régnard et Dominique Collado de la MLF. Bien entendu également Corinne Truffier de la FAP, et j'ai eu l'occasion de le présenter à l'OBEP. Après la grande année électorale, j'ai continué ce travail avec des personnels du ministère délégué chargé des personnes handicapées, et on a vraiment repris le travail à l'automne et cet hiver avec un travail régulier avec la CNSA, Madame Mottier notamment qui la dirige, bien évidemment le ministère délégué chargé des personnes handicapées et le MEAE, principalement Madame Lévy-les-Rosaires de la Massas. On a un point qui est prévu début avril, puisqu'on a des missions qui ont été déterminées cet hiver pour le suivi de ce projet. Pour que vous sachiez un petit peu d'où je vous parle, donc moi je suis effectivement une ancienne chef d'établissement, j'étais personnel de direction. Avant, j'ai été surtout directeur d'établissement spécialisé, diplômée de l'INSHE à Paris. J'ai siégé 4 ans MDPH, j'étais aussi enseignante spécialisée.
Et depuis 7 ans, je suis donc consultante en éducation internationale et j'accompagne les EFE. Et c'est vraiment ce carrefour entre le discours des parents et le discours des établissements qui m'a aussi, qui a nourri ma réflexion sur l'élaboration de ce projet. Alors, pour faire un point rapide, en fait, on a eu effectivement une loi en 2005 qui permettait la création des MDPH et qui permettait aux individus de saisir la MDPH pour faire évaluer et reconnaître et demander une compensation par rapport au handicap, adultes et enfants. Et en 2011, ce droit a été donné également aux Français de l'étranger avec le droit de saisir la MDPH de leur choix. Donc, ça n'est pas, comme en France, lié au lieu de résidence. Malgré tout, on a quand même quelques difficultés que vous connaissez, mais que je tiens à vous rappeler. D'abord, par rapport à la saisine, on a une absence d'interlocuteur systématique, j'insiste sur le systématique, d'aide à la saisine, puisqu'en France, on a les assistants sociaux qui peuvent aider, mais aussi les établissements scolaires, bien évidemment les personnes dans les MDPH qui peuvent être également relais et conseils. Et on a un besoin aujourd'hui et de la part des familles et de la part des établissements français d'étrangers, mais aussi de certains consulats et personnels consulaires, qui ont besoin d'être aidés pour connaître les procédures de saisine. Le deuxième point, c'est que quand on a un dossier qui arrive en saisine comme ça, il est évalué par l'équipe pluridisciplinaire. Moi, c'est là que j'ai siégé pendant 4 ans. Et ce travail, cette équipe, elle a pour mission, en fait, d'évaluer et d'émettre des préconisations. La difficulté quand on est une MDPH de n'importe quel département en France, que ce soit le Nord, les Alpes-Maritimes, la Moselle, etc., c'est qu'on n'a pas de connaissance du terrain à l'étranger. Et on n'a évidemment pas de lien direct ni avec les institutions locales, ni avec les familles. Et ça, c'est lacunaire puisque dans le texte de loi, on est censé avoir ce lien. La CDAPH ensuite du département décide du plan de compensation, ça c'est toujours possible, il n'y a jamais de difficulté, mais ça n'enlève pas le besoin pour l'équipe pluridisciplinaire d'avoir vraiment un appui technique par rapport, alors pour les élèves à besoins éducatifs particuliers français de l'étranger et aussi pour les adultes, le projet concerne aussi les adultes, en fait les équipes pluri auraient besoin d'une aide pour l'évaluation et les préconisations spécifiques au FDE. Une fois qu'on a passé ce travail-là, bien évidemment, les familles françaises ont un besoin de lien, et c'est ce que j'ai également noté, notamment par rapport aux enfants. Il n'y a pas, comme sur le territoire national, il n'y a pas d'enseignant référent à l'étranger, c'est-à-dire cette personne qui est l'interface entre les familles et les établissements, et qui, soyons clairs, met souvent de l'huile dans les rouages, et comme disait M. Trintignac, fluidifie aussi cette communication. Il y a des fois des PPS, des fois pas. Il y a des ESS qui portent ce nom-là, des fois pas. Et donc, on a une diversité de pratiques sur le territoire mondial qu'on n'a évidemment pas sur le territoire national. Une autre difficulté est liée aux organismes financeurs, puisqu'en France, ce sont les CAF, la sécurité sociale. En ce qui concerne les AESH, ce sont les DESDEN et parfois les collectivités qui vont financer toutes les aides et les prestations, alors que ce soit les AESH, on en a parlé, mais aussi les PCH, la prestation de compensation du handicap, ou l'AEH, l'allocation enfant handicapé. Donc, on a encore une fois une difficulté puisque la CAF ne peut pas payer, ne peut pas servir, comme on dit, les prestations pour les FDE, et donc on a une difficulté. Donc, un besoin d'autorité financière intermédiaire, adultes et enfants, qu'on a pu trouver pour les AESH, et pourtant, on l'a vu aujourd'hui, ça reste encore un problème. Et puis, la question d'enseignant référent de zone, que je pose sans, bien évidemment, la résoudre, mais je pose cette question-là. Je vous passe là rapidement le slide concernant cette équipe pluridisciplinaire qui pourrait venir aider et l'évaluation et la création du plan de compensation du handicap. On a la chance d'avoir un texte de loi aujourd'hui dans le CASF, donc le Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit déjà la possibilité d'enrichir ces équipes pluridisciplinaires par des experts extérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le travail qu'on fait avec le MEAE et la CNSA, on travaille à isodroit. On ne change pas les textes de loi existants, on utilise les textes de loi pour permettre de fluidifier le parcours des Français de l'étranger dans l'accès au droit en se servant de l'existant. Bien évidemment, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que s'il fallait intervenir sur un changement législatif.
En ce qui concerne les enseignants référents de zone, l'idée, encore une fois, au départ, mais qui peut être bien évidemment discutée, est d'avoir cette création, alors non pas sur, comme on a en France, un poste fixe de zone à temps plein, mais on pourrait imaginer au départ une part d'équivalent temps plein, donc quelqu'un qui soit déchargé à 0,1 ou 0,2 équivalent temps plein, donc 4 heures, 6 heures, ou pourquoi pas un mi-temps dans un établissement scolaire. La question s'était posée, on en avait discuté avec Madame Dutertre et Madame Collado aussi à l'époque du financement de ces personnels, qui évidemment, dans le cadre de cette question, n'est pas résolu. Mais cet enseignant référent de zone pourrait, s'il était créé, bien évidemment venir être une pierre d'achoppement entre les personnels des établissements, les familles, et être un peu une porte d'entrée. Si on n'arrive pas à avoir cet enseignant référent de zone qui, évidemment, va être coûteux, on pourrait avoir des solutions différentes. Et c'est là que j'arrive à l'historique de la MDPH 99, puisqu'au départ, l'idée, c'était de créer une MDPH 99, évidemment très coûteuse, donc on ne va pas pouvoir y arriver. Puis, une équipe pluridisciplinaire, éventuellement, vous voyez en bleu, ici, une équipe pluridisciplinaire spécifique aux Français de l'étranger, adossée à une MDPH locale, qui pourrait venir aider les MDPH, toutes les MDPH, ou bien une EP adossée à la CNSA, ou bien juste des experts externes qui viendraient en appui aux équipes pluridisciplinaires des MDPH locales, puisque ça se fait déjà. En fait, toutes ces pistes-là ont été étudiées et la solution qui est privilégiée pour le moment et sur laquelle on travaille avec la CNSA et le MEAE et le ministère de la Santé, ce serait plutôt la piste d'un guichet unique MDPH 99 pour les Français de l'étranger. Et ce guichet unique interviendrait comme un pôle ressources. Un pôle ressources pour accompagner les familles dans la saisine, un pôle ressources pour les établissements français de l'étranger aussi pour les aider justement dans cette saisine qui est parfois compliquée au niveau administratif, et bien évidemment, un pôle ressources cette fois pour les MDPH en France, puisque on sait qu'il y a des familles qui se heurtent à un refus de la part des MDPH en France, pour plusieurs motifs. Donc, il faut aussi aider les MDPH du territoire sans les dessaisir de leur devoir de réponse à ces saisines. Donc, en fait, le guichet unique, il aurait une vocation d'aide aux familles, à la saisine, et d'aide au MDPH à l'évaluation et aux préconisations. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste qui a été travaillée notamment avec Madame Autier, qui dirige la CNSA, c'est l'élaboration d'une fiche technique qui permettrait d'une part aux consulats, aux EFE, aux familles de savoir quelles sont les procédures à suivre, très simplement, en fonction des cas, je suis dans telle situation alors. Et puis, cette fiche technique, elle viendrait également aider les MDPH comme un référentiel. Ce n'est pas une personne, donc on n'a pas la finesse de réponse, mais en tout cas, ce serait une première procédure écrite qui permettrait d'aider. Et la troisième piste qui a été explorée, c'est celle de la formation des directeurs de MDPH, encore une fois avec une formation ruisselante sur les personnels de MDPH, avec la création et la duplication d'un webinaire en direction des directeurs d'MDPH sur les procédures et le droit de saisine pour les FDE en termes de saisine de la MDPH. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Moi, la question que je voulais vous poser, parce que je vais rencontrer de nouveau la CNSA et les personnes de la MASSAS, du MEAE et du ministère de la Santé rapidement début avril, c'est vous en tant que professionnel, vous en tant que parent, dans cette question de guichet unique, premièrement, et de fiche technique, deuxièmement, quels seraient vos besoins? Est-ce que vous auriez effectivement besoin d'avoir un interlocuteur humain qui puisse vous aider, vous répondre, vous accompagner? Est-ce que oui, ça correspond à un besoin que vous avez, oui ou non? Et si oui, qu'est-ce que vous en attendez précisément? Et la deuxième question par rapport à cette fiche technique, en quoi est-ce que vous aimeriez qu'elle soit, quel contenu vous aimeriez y trouver? Est-ce que vous aimeriez qu'elle soit plutôt à destination des familles uniquement? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une fiche pour les familles, une fiche pour les établissements, ou qu'on fasse une seule fiche unique avec, par exemple, je suis pour la saisine pour un enfant ou pour la saisine pour un adulte? En fait, j'aimerais avoir votre point de vue et votre avis de façon à avoir un premier retour à faire aux équipes quand je les rencontrerai début avril. Je suis bien évidemment ouverte à vous répondre à vos questions avec plaisir, maintenant ou après,
vous pouvez bien évidemment me contacter par email. Je vous l'ai dit, moi j'accompagne les établissements dans la question du développement de la qualité globale. Évidemment, la question de l'inclusion à laquelle je suis particulièrement sensible intervient dans ce travail-là. Mais moi, je porte ce projet-là à titre bénévole et à titre citoyen. C'est d'ailleurs pour ça que je tiens à ce qu'il reste vraiment un projet citoyen et fédérateur qui va, je dirais, établir une convergence des forces, quelles qu'elles soient, et puis qu'on puisse travailler ensemble à faire en sorte qu'on arrive à aider les familles françaises de l'étranger et les adultes aussi français de l'étranger à accéder aux droits qui est le leur de saisine et de réponse à leurs demandes de compensation. Voilà, je vous laisse réagir. Merci beaucoup, Madame Greffeler. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de avoir trop de réactions, mais les deux questions sont lancées en tout cas, et je pense qu'on va tous les relayer. Je vois que dans le chat, on me demande mon adresse mail, donc voilà, elle apparaît à l'écran. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail avec la réponse à ces deux questions. Comment est-ce que vous souhaiteriez avoir, quel type de connexion et de relation vous souhaiteriez avoir avec un guichet humain MDPH 99 pour les FDE? Comment est-ce que vous imaginez ça? Quelles sont vos attentes? Et la deuxième question, quelles sont vos attentes par rapport à cette fiche technique? Qu'est-ce que vous souhaiteriez y trouver? Et en tant que parent et en tant que personnel professionnel. Merci. On va relayer, et en même temps, on a en général à peu près 5000 personnes qui nous suivent en replay après, qui n'ont pas pu se connecter en temps réel. Donc, je pense que vous devriez avoir pas mal de réponses. Alors, moi, je les rencontre le 4 avril, mais évidemment, les réponses ne sont pas limitées au 4 avril. J'avais fait une première étude en juin 2021 où j'avais eu la chance d'avoir une réponse de plus de 200 familles. Donc, j'espère qu'on pourra continuer dans ce sens-là. Et bien évidemment, la FAP avait proposé son aide aussi, et j'imagine bien qu'elle pourra continuer à participer à ce travail de remontée du terrain. D'accord, merci bien. Écoutez, avant de conclure, donc j'avais trois questions très précises sur les AESH, peut-être que Raphaël pourra y répondre. Une première question était, les gens ont compris que les bourses AESH ne s'adressaient qu'aux Français, indépendamment de leurs ressources. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'imaginer que pour des non-français, les établissements puissent contribuer à la prise en charge d'un ou d'une AESH par le biais d'un fonds social ou autre? Et puis une question aussi qui est vraie, qui a du sens. Pourquoi est-ce que, à la différence de la France, pourquoi est-ce que ce sont les familles qui doivent recruter les AESH, signer des contrats avec les AESH? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être fait par les établissements? Lesquels établissements pourraient d'ailleurs toucher les bourses AESH directement pour les utiliser pour employer les gens en contrat local de l'établissement, plutôt que redonner cette bourse avec tous les délais qu'on sait, toutes les problématiques d'avance que doivent faire les familles? Pourquoi est-ce qu'on ne confie pas ça aux établissements? Merci François. Enfin, je suppose qu'Alain et les autres collègues compléteront mes propos. Comme je disais, on est dans une logique de dynamique, c'est-à-dire qu'au départ, au départ, il n'y avait absolument aucun financement. Il faut dire aussi qu'il y a quand même, alors sur la question des élèves étrangers en situation de handicap et du financement de leur AESH, il existe des établissements effectivement qui ont, avec des fonds sociaux, financent des AESH. Il y a aussi des cas comme à Stockholm où en fait la loi du pays qui finance en grande partie l'établissement oblige en fait l'établissement à financer les AESH. Et il y a par exemple 12 AESH qui sont actuellement financés à Stockholm. Voilà, et c'est vrai que Alain, tu veux peut-être compléter, ou Dominique, sur l'architecture et le fait qu'effectivement, il y a aussi cette question budgétaire qui est apparue. Aujourd'hui, il y a 1,3 million
pour les élèves français. À ce stade, on ne sait pas si ce sera suffisant pour l'année 2023. Ce n'est que la deuxième année de mise en œuvre du processus. Et c'est vrai que voilà, on travaille à enveloppe budgétaire telle que votée par le Parlement. Donc, voilà, il y a aussi une limite budgétaire. Corinne? Ouais. Oui, oui, Corinne, vas-y peut-être. Oui, si je peux ajouter, il faut aussi que les parents étrangers se tournent aussi en local parce que il y a aussi des prises en charge qui peuvent se faire localement. C'est pas parce qu'on est dans un lycée français à l'étranger, enfin dans un lycée français, que il n'y a pas forcément de prise en charge en local. Bon, moi j'ai plusieurs idées, enfin plusieurs histoires où les parents étrangers ont saisi les autorités locales compétentes pour obtenir des financements. Donc, c'est aussi une piste pour ces parents. Il ne faut pas la négliger. Elle peut aider aussi les parents étrangers. D'accord. Et sur une évolution possible, là, que les financements soient versés directement aux établissements et que ce soit l'établissement qui emploie. Là, je comprends qu'il y a des cas très particuliers, mais qu'est-ce qui s'opposerait en fait aujourd'hui à ce qu'un établissement emploie en contrat de droit local bon, il y a peut-être des problèmes de plafond d'emploi pour les EGD, là, mais oui, enfin, c'est pas peut-être, oui, c'est un vrai, c'est un vrai problème. Ouais. Alors, il y a des cas où c'est déjà, ça existe déjà dans certains établissements, notamment qui sont conventionnés ou partenaires, où le comité de gestion alloue des fonds pour payer les AESH avec une participation des parents qui reste relativement marginale. Ça existe dans certains établissements. Et en effet, à ce moment-là, c'est versé, l'allocation est versée à l'établissement. De toute façon, c'est toujours versé à l'établissement qui reverse à la famille sous contrainte d'avoir les papiers nécessaires, contrat de travail, versement de salaire et tout ça. Donc, de toute façon, ça passe par l'établissement. Enfin, je ne dis pas de bêtises, sous le contrôle de Raphaël et d'Alain. Donc, non, c'est des situations qui peuvent exister. Ce passage par les établissements, parce qu'effectivement, ça permet aussi d'avoir un contrôle sur la rémunération de ces AESH pour s'assurer qu'ils ne sont pas sous-payés et pas non plus qu'ils soient surpayés par rapport à voilà, une moyenne de salaire. Donc ça, c'est aussi en termes d'équité. Et là encore, parce qu'il s'agit de financement sur argent public, voilà, c'est important qu'il y ait ce passage voilà, qu'il y ait ce contrôle et du service fait également, c'est-à-dire que s'assurer que l'AESH exécute bien les tâches pour lesquelles il est rémunéré. Très bien. Et une dernière question, parce qu'on pourrait y passer la soirée complète, hein, il est déjà 16h20 à Paris. Je pense que c'est notre record, 3h20 pour un rendez-vous réflexe. Existe-t-il des formations pour les AESH? Parce qu'on sait que les AESH à l'étranger ne sont pas nécessairement des professionnels du tout. Existe-t-il des formations que pourraient suivre les AESH, idéalement gratuitement, pour pouvoir voilà, s'améliorer dans leur pratique, quoi? C'est un point sur lequel on a travaillé hier au sein de l'OBEP, effectivement, puisqu'ils sont rémunérés par les parents. Donc, ça voudrait dire que en théorie, ce serait aux parents de financer cette formation. Et que faire? Et normalement, la formation est prise sur le temps de travail. Alors, comment faire? On ne voit pas un AESH prendre du temps sur voilà, le suivi de l'élève pour faire une formation. Donc, il y a une espèce de quadrature du cercle. La nécessité effectivement d'une formation, de fortes attentes, pas simplement de la part des AESH, mais également de l'ensemble de la communauté scolaire. Et on va s'atteler à faire des propositions, effectivement. Je voyais dans le chat d'une collègue de Vienne qui disait que les AESH faisaient une formation via Canopé. Peut-être que ça pourrait être effectivement une première proposition. Alain ou Dominique ou Corinne, si vous voulez compléter. On vous...
Il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est quand il y a une formation en interne, c'est associé évidemment l'AESH, mais c'est sûr que c'est en plus de son temps de travail, puisqu'elle n'est payée, c'est ça le problème, elle n'est rémunérée que pour les heures passées avec l'élève. Donc c'est compliqué ces histoires de formation en plus de la rémunération. Enfin, les parents, évidemment, ça va être compliqué pour eux de payer en plus la formation. Si en plus ils doivent les rémunérer en juillet-août, par exemple, pour les garder, alors que la prise en charge par la UFE, c'est déjà un gros progrès, hein, mais ne se fait que sur les 36 semaines d'école. Et c'est vrai qu'il faut que les parents avancent, enfin, payent en plus juillet-août si toutefois ils veulent, enfin, si c'est le contrat qui doit être passé avec l'accompagnant pour pouvoir garder le même accompagnant d'une année sur l'autre. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de frais pour les parents et ce sujet de la formation est très, très sensible. Très bien. Merci bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va conclure. Un grand merci en tout cas pour votre participation à toutes et à tous. Il y a Dominique Collado et Samuel Cazenave qui sont désolés, ils n'ont pas pu rester jusqu'à la fin, mais en fait c'est de ma faute puisque on aurait dû terminer à 16 heures et ils avaient pris des engagements pour 16 heures. La sénatrice Casbonne également a dû quitter, elle a un avion à prendre. Et en plus, avec les grèves, ça ne simplifie pas les choses. Donc, elle n'a pas voulu prendre le risque et est partie à l'aéroport. En tout cas, elle s'associe à moi et à toute l'équipe Réflexe pour vous remercier grandement pour votre participation, puis ces échanges particulièrement intéressants. Je suis désolé, on n'a pas pu passer toutes les capsules vidéo que vous nous aviez transmises et je voudrais vraiment remercier les chefs d'établissement et leurs équipes qui ont fait les tournages. Je sais que ça prend énormément de temps pour tourner une capsule de quelques minutes. Donc, vraiment un grand merci à eux. On va mettre de toute façon toutes ces capsules vidéo en ligne. Donc, les gens qui nous écouteront par la suite pourront y accéder. Tout sera en ligne sur la page de ce 4e rendez-vous réflexe. Et puis, merci à tous les gens qui nous ont suivis. On était à peu près à 200 personnes en temps réel. Et on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup plus d'auditeurs après en différé. C'est l'intérêt de ces rendez-vous réflexes, de laisser une trace ensuite après que les gens peuvent réécouter. On a enregistré, bien entendu, on va subdiviser en différentes séquences. Donc, ça pourrait être réécouté sans avoir à écouter 3h20 nécessairement, même si c'est très intéressant d'affilée. Voilà, encore un grand merci, Monsieur Trintignac, Raphaël, Corinne et Emmanuel. Emmanuel, il est tard, je vois les yeux qui se ferment. Voilà, au revoir à tous. On vous entend toujours pas. Là, je pense que je vais aller me coucher. Là. Merci à tous. Merci. Bon. Merci infiniment à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir à tous, merci Bientôt. encore. Et puis, Raphaël, on a un abonnement, donc une prochaine fois, certainement. Au mois de mai. Au revoir. Au revoir.